Bonjour, je suis Hurlelou. Bienvenue dans ce premier épisode d'une série de podcasts que je voulais faire sur l'univers de Warhammer 40 000 et de tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, nous nous demanderons, Magnus a-t-il fait quelque chose de mal? Crevons l'abcès tout de suite. Vous avez entendu mon pseudonyme et certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis un fan et un collectionneur de Space Force depuis près de 20 ans. Je pourrais donc être un brin partial sur le sujet. Cependant, Magnus le Rouge est l'un de mes personnages préférés. Il incarne, selon moi, certaines qualités et défauts de l'empereur. Les qualités sont son amour du savoir et sa puissance psychique. Les défauts, ce sont l'ego démesuré et l'hubris qui vont de pair. Certains soulèveront l'hypocrisie des Space Wolves dans l'affaire du concile de Nicée. En effet, détracteurs des Thousand Sons, ils emploient néanmoins des jeteurs de sorts sous la forme des prêtres des runes. Et ces jeteurs de sorts tirent forcément leur pouvoir du warp. Contrairement à Mortarion qui interdit totalement l'usage des pouvoirs psychiques au sein de sa légion, Russe a autorisé la pratique de la magie runique des Fenriciens. Hypocrisie donc? Pas forcément. Il est reproché à Magnus et à sa légion l'usage de la sorcellerie, pas celui des pouvoirs psychiques, dont dépend l'Imperium au quotidien déjà pendant la Grande Croisade. Quelle différence, me direz-vous? La sorcellerie dans l'univers de Warhammer 40 000 consiste dans l'exploration des capacités Warp dans le but avoué de les renforcer et de gagner en puissance et en maîtrise. La pratique des prêtres des runes et celle des Librarius, des Blood Angels et des White Scars était limitée. Elle découlait d'une forme de pratique culturelle dont les limites étaient présentes dès le départ dans les cultures dont elle était originaire. Les psycheurs natifs de Fenris ont profondément ancré dans leur pratique la surveillance des autres Gothi, afin de veiller à ce qu'ils ne sombrent pas dans le Maleficarum, soit la pratique des arts sombres du Warp. Il existe chez les Fenriciens une catégorisation entre des usages sains de la pratique psychique et des usages malsains. Dans son discours de Nicée, Magnus affirme clairement que ces limites lui paraissent être dérisoires, et qu'il faut s'en affranchir comme des antiques superstitions. Selon lui, rien dans sa pratique n'est malsain. Il s'agit juste d'une quête de savoir. Magnus était un puissant psycheur. Ses pouvoirs n'étant éclipsés que par ceux du maître de l'humanité, voire de son vizir Malcador. Seulement, l'empereur avait des dizaines de milliers d'années de pratique et la connaissance de la véritable nature du Warp, là où son fils explorait à l'aveugle. L'empereur a fait le pari de la vérité impériale, pour saper la puissance des créatures du Warp, pour les faire tomber dans l'oubli. Pour cela, la censure et la destruction de toutes les anciennes croyances à leur propos a été pratiquée de manière systématique. Ce pari a impliqué de maintenir ses généraux les plus puissants, les primarques, dans l'ignorance. Il est possible que ce fût une erreur, au moins avec Magnus. Peut-être que si Magnus avait su la vérité sur les horreurs du Warp, il aurait agi différemment. Ou peut-être aurait-il été corrompu encore plus vite. Après tout, l'empereur, outre les horreurs empyréennes, a connu la longue histoire de l'humanité, qui ne manque pas de généraux ambitieux ayant trahi leur cause pour devenir plus puissants, et eux-mêmes devenir des empereurs. Il se dit parfois que l'empereur savait déjà qu'il y aurait une guerre civile entre les légionnaires Astartes. Il ne voulait sans doute pas que ses ennemis usent des puissances du Warp pour le combattre. Il a cependant mésestimé la capacité de ces puissances à trouver une voie pour corrompre les âmes des mortels, fussent-ils des primarques. Quand Magnus, dans l'une de ses transes mystiques, découvre la trahison future d'Horus, il continue de penser le Warp comme une sorte d'espace neutre. Quand tentant de prévenir la chute d'Horus, il commet l'impensable en sacrifiant les âmes d'un millier de novices. Il persiste à ne pas voir de mal dans ses propres actions. Son père ne l'ayant pas instruit des véritables risques du Warp, ni de ses projets, Magnus ne juge ses propres actes qu'à l'aune de son savoir qu'il pense total. Il est tout à fait de bonne foi quand il veut prévenir son père de l'imminence du désastre. Tout à fait honnête quand, rassemblant l'énergie de ses fils, il traverse la mer des âmes pour porter son message, brûlant une fois de plus l'âme de novice de la Légion par centaines. Quand face à un mur impénétrable, il emprunte l'énergie d'une puissance colossale du Warp qui passait par là et le lui proposait gentiment. C'est avec les meilleures intentions du monde qu'il fracasse les défenses du projet le plus important de l'Empereur pour libérer le genre humain du Warp.
la pierre finale de l'édifice censé affamer l'annihilateur primordial et ne plus avoir à s'en servir. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il comprend immédiatement ce qu'il a détruit, et les actes ignobles qu'il a commis et fait commettre, comme les sacrifices humains qui lui ont permis les 2 derniers actes évoqués ici. Qu'il réalise qu'il a été trompé par les entités du Warp, a été manipulé et a pactisé avec des démons, qu'il a vendu son âme pour sauver sa légion, et qu'il était l'heure de payer. Vous savez ce que l'on dit de la route des enfers, après tout. Elle est pavée de bonnes intentions. Magnus en avait un paquet de bonnes intentions, tout comme son père. On ne sait même pas si l'empereur a reçu le message que Magnus voulait transmettre. À dire vrai, l'a-t-il transmis? Ou devant sa faute si grave s'est-il enfui? Il est probable que le message ne soit pas parvenu à l'empereur, ou pas complètement. Quand bien même, quelle raison aurait-il eu de croire la manifestation psychique de son fils qui lui avait désobéi et s'était abreuvé de la puissance la plus noire de l'Empyrée? Quand il envoie Russe chercher Magnus, il lui adjoint un contingent des serfs de l'empereur qui permettent de valider la légitimité de Russe à mettre Magnus aux arrêts et à l'amener sur Terra. Il y ajoute une manipule des titans psy de l'Ordo Sinister. Il craint sans doute que Magnus ne soit déjà perdu aux puissances de la ruine, et il préfère que son host soit apte à le neutraliser dans ce cas précis. Quoi qu'il en soit, lui doit combattre avec le reste de ses serfs dans les ruines de ce qui aurait dû être la version humaine de la toile. Et il ne peut plus communiquer directement avec le reste de l'Imperium, dirigeant le combat depuis le Trône d'Or. Trône d'Or apparemment destiné à un certain Manus le Rouge. Les Manrus, réunissant son host, reçoit des ordres modifiés par Horus. Il n'a aucune idée des allégations de son frère Magnus concernant le maître de guerre, et aucune raison de douter de ses ordres. Il ne sait pas qu'Horus, le fils favori de l'empereur, n'est déjà plus son allié mais un ennemi. Le maître de guerre Félon va ainsi pouvoir s'assurer de la mutuelle destruction de 2 légions dont les spécialisations auraient pu lui être préjudiciables. Malgré les ordres, Russ va tenter de parlementer, de ramener son frère à la raison. Russ est considéré par nombre de ses frères et par les observateurs extérieurs comme un rustre, un barbare avide de destruction. Il a cependant tendance à plus se percevoir lui-même comme le chien de berger que le loup. Son objectif est de ramener les brebis perdues et de se débarrasser des brebis galeuses. Il a déjà tenté de le faire avec Angron, en vain. Là, il ne comptait pas exécuter Magnus avant de savoir s'il s'agissait d'une brebis égarée ou galeuse. Il a tenté, avant de lancer la purge de Prospero, de communiquer avec Magnus, des moyens conventionnels aux plus ésotériques à sa disposition. Magnus avait coupé toutes les communications de sa planète, empêchant ses fils d'organiser une défense contre l'host de censure, mais les empêchant tout autant de se rendre. Il s'est lui-même coupé de l'extérieur pour se morfondre dans ses appartements. Il aurait pu communiquer avec Russe et résoudre la crise sans effusion de sang. Il ne l'a pas fait. Non pas par bêtise, même si les enfants de Russ aiment taquiner en le qualifiant ainsi. Ce n'est pas là un qualificatif qui convient à un être comme Magnus. C'est la puissance de ses émotions qui l'a poussé à prendre de mauvaises décisions dont les conséquences seront funestes pour l'humanité, pour son âme et celle de sa légion. Sa dépression l'a poussé à refuser de communiquer à un moment où sa capacité à prendre du recul aurait été bien plus efficace. Sa douleur devant la mort de ses fils achève de le pousser du côté de la corruption chaotique. Les conséquences de ces événements sont nombreuses. On sait que le projet secret de l'empereur de construire une toile pour l'humanité est ruiné. Mais ce n'est pas tout. Obligé de combattre dans la toile, l'empereur ne peut pas mener les forces loyalistes. Piégé sur le trône d'or où Manus aurait pu le remplacer, il est même incapable de communiquer avec le reste de l'humanité. Magnus n'avait pas de mauvaises intentions. Mais sans ces erreurs, l'hérésie d'Horus aurait eu un aspect bien différent. Imaginez seulement. Les 6e et 15e légions ont capacité de combattre du côté de l'Imperium à leur plein effectif. L'empereur en capacité de mener la guerre. Les forces loyalistes capables dans une certaine mesure d'employer la toile. Il est probable que même les batailles du système Istvan se seraient déroulées très différemment. Horus n'aurait eu aucune chance. Ainsi, nous pouvons le dire, Magnus a mal agi.
peut-être pour de bonnes raisons, mais mal agi tout de même. C'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je sache comment éventuellement m'améliorer, à partager si cela vous a plu et qui sait, à bientôt.